Vous n'avez été là pour eux. Combien d'anniversaires manqués? Mikey, son ex-petit ami, a fait plus pour lui que n'importe lequel d'entre vous. Maman, tu dois arrêter. Certaines des meurtrières les plus viles et impitoyables sont des femmes qui ont pris la vie d'autres personnes, parfois pour les raisons les plus triviales et d'autres fois sans aucune raison. Ce sont les histoires de tueuses en série dont les crimes et les réactions à leur peine sont rien de moins qu'un véritable cauchemar. Rebecca Frick, 24 ans, émotive en étant ramenée en détention. La résidente Derry est accusée d'avoir tenté de tuer Michelle Muir, âgée de 38 ans. Rebecca Frick, la jeune femme de 24 ans, a été condamnée à 40 ans de prison pour le meurtre d'une femme plus âgée avec qui elle avait eu une altercation il n'y a pas si longtemps. Les gens commettent des meurtres pour quelque chose qui dure depuis un certain temps, mais tuer quelqu'un à cause d'une altercation qui s'est produite il y a peu de temps est insensé. Avec un visage de Joker par-dessus, il a été dit que cela s'est passé dans une station-service lorsque Rebecca Frick et Michelle Muir, âgés de 38 ans, se sont disputés violemment à propos de Michelle et de son petit ami qui étaient présents sur les lieux, décidant de ne pas attacher leur pitbull de 10 mois avec une laisse, ce qui a dérangé Rebecca. Les deux femmes ont eu une dispute animée qui a presque dégénéré en violence. Le petit ami de Michelle a réussi à régler le différend et à fermer la porte de Rebecca alors que les deux parties reprenaient leur chemin. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Le crime a eu lieu vers 3 h du matin le 24 août. Le petit ami de longue date de la victime, Kevin Barnett, a témoigné au tribunal. Le crime aurait eu lieu vers 3 h du matin, le 24 août. Le petit ami de Michelle, Kevin Barnett, a témoigné au tribunal et a expliqué ce qui s'était passé. Après l'altercation à la station-service, il s'est avéré que Rebecca suivait toujours le couple, comme si elle avait quelque chose en tête. Finalement, ils ont atteint une intersection non loin de la station-service Shell, à E6 et Parade Street. L'intersection se trouvait à E6 et Wallace Street, et c'est à ce moment-là que Kevin a dit avoir aperçu la voiture de Rebecca fonçant vers eux sans phares allumés, alors qu'elle percutait Michelle et le chien, provoquant un scénario de délit de fuite très terrible. Elle a été repérée par les caméras de surveillance qui ont capturé son visage alors qu'elle s'échappait, mais il n'y avait pas d'enregistrement du délit de fuite. Michelle est décédée à l'hôpital le lendemain car l'impact sur sa tête était trop violent. La résidente Derry est accusée d'avoir tenté de tuer Michelle Muir, âgée de 38 ans, en la percutant avec sa voiture. Le crime a eu lieu vers 3 h du matin le 24 août. Rebecca Frick a été condamnée à environ 40 ans de prison, tout en étant accusée de meurtre au 3e degré. C'était une journée vraiment émotive pour Rebecca, car elle pleurait tout le long alors qu'elle était emmenée en détention pour le meurtre de Michelle. Le regret pouvait se lire sur son visage alors qu'elle faisait face à sa longue mais juste peine. Bien qu'elle ait initialement été accusée uniquement de meurtre au 3e degré, le juge a trouvé des raisons d'ajouter 2 autres chefs d'accusation à son dossier, soutenus par des preuves, cruauté envers les animaux et homicide criminel. Les procureurs ont également ajouté 3 chefs d'accusation aux 3 déjà existants. 2 de ces 3 accusations étaient l'agression aggravée et le défaut de s'arrêter et de porter assistance, qui ont également été ajoutés à son dossier, rendant l'affaire pratiquement scellée à ce stade. Rebecca Frick, condamnée à 40 ans de prison, et est restée sobre, car elle n'avait pas l'intention de tuer Michelle. Au tribunal ce jour, en disant que Frick était une mère aimante et une bonne amie, le plaidoyer de la sœur aînée de Rebecca et de son amie s'est avéré utile au moins, car elles ont toutes deux déclaré que Rebecca était une sœur incroyable, une amie aimante et une mère attentionnée pour ses enfants. Mais la loi est la loi, et elle devait être respectée. Le juge a déclaré que le verdict avait été rendu équitablement, car la sentence a été acceptée par toutes les parties. Pour autant que nous le sachions, si cela devait se passer dans certains États sous une poursuite qui ne veut pas être perçue d'un côté ou de l'autre, cela pourrait être un meurtre au 1er degré, et elle pourrait être condamnée à mort pour cela. Mais elle a écopé de 40 ans, et d'ici à ce qu'elle sorte, elle serait déjà grand-mère. Il y avait des trucs par terre, juste là où vous entrez. Je ne sais même pas ce que c'était, mec. Michelle Disbane. Les meurtriers ont leur raison de commettre un meurtre. Tandis que cette coupable ici, Michelle Disbane, était un cerveau maléfique et une jeune femme rusée. Elle voulait tellement d'argent que détruire la relation entre son mari, Mark Disbane, et ses parents ne lui suffisait pas. Elle n'a pas seulement coupé les liens entre les parents et le fils, mais elle a aussi pris la vie de Mark Disbane, car son objectif ultime était d'obtenir l'argent de l'assurance-vie qu'elle avait découvert que son mari avait souscrit. En conséquence, elle a assassiné le jeune homme, alors que Mark était dans une entreprise familiale avec ses parents qui prospéraient extraordinairement bien avant que Michelle n'entre dans sa vie, avec une belle-fille de son ancien amant, et même après son arrivée dans sa vie, l'entreprise allait toujours bien.
Cependant, elle a commencé à remplir Mark de mensonges sur ses parents, ce qui provoquait souvent des disputes entre Mark et ses parents. Finalement, leur entreprise commune a pris fin et Mark a commencé seul, avec Mitchell gérant son argent. Mais la comploteuse ne s'est pas arrêtée là, car il semblait qu'elle était déterminée à ruiner la vie de ses beaux-parents. Elle est allée jusqu'à dire à sa fille, la belle-fille de Mark, de prendre des photos intimes d'elle-même et de les envoyer sur le téléphone de Jack. PS, Jack était le père de Mark et son beau-père. À cause des photos sur son téléphone, sa femme, Tana, l'a quitté. Après quelques années, la fille de Mitchell a souvent présenté des preuves contradictoires. La police n'a vu aucune raison valable de garder Jack en détention. Ils l'ont libéré et il a été acquitté de toutes les charges. Après cela, sa femme est revenue vers lui, car il n'était pas le monstre qu'elle avait dépeint. Mais malgré tout cela, la relation entre le parent et le fils était bien hors de portée. Ces images de la banque où Mitchell travaillait ont fourni un alibi, confirmant qu'elle était avec son père, Carl, au moment du meurtre de Mark. Il a été découvert qu'après un certain temps, l'entreprise de Mark était sérieusement endettée de plus d'1 million de dollars et n'avait pas de fonds pour compenser cela, alors que certains spéculent que Mitchell détournait de l'argent des fonds de l'entreprise vers d'autres projets, dont l'un était de financer son amant, qui était banquier à l'endroit où elle travaillait. Elle a ensuite découvert qu'elle toucherait 1 million de dollars en tant que fonds de police d'assurance vie si Mark venait à décéder. C'est alors que l'idée brutale lui est venue à l'esprit. Y a-t-il quelque chose que vous devez exprimer à propos de Mitchell? Juste que je voyais un gars que mon père ne connaissait pas. Mark n'a pas... personne ne le savait. Personne ne le savait. C'était le 24 août et Mitchell rentrait juste du travail lorsqu'une scène horrifiante l'attendait. Elle a appelé le 911 en trouvant son mari dans une mare de sang sur le sol de leur maison. Pendant que l'enquête se poursuivait sur la scène du crime, les enquêteurs ont découvert que Mark avait été abattu 2 fois, une fois sur le côté gauche de la poitrine et en plein milieu de ses 2 yeux. Mais la seule chose qui a dérouté la police était le fait que cela ressemblait à une scène de cambriolage. Mais aucun objet de valeur n'avait été emporté, sauf la vie de Mark. Là, les choses ont commencé à paraître suspectes. Que s'est-il passé à votre mari? L'a tiré? Il est mort. Je ne plaisante pas. Madame, j'ai besoin que vous preniez une grande respiration, d'accord? Et que vous me disiez ce qui se passe. Dans cet audio très court, vous pouvez entendre la conversation entre Mitchell et l'opérateur du 911. Je déteste penser que son père ferait quelque chose comme ça parce que c'est juste mon bébé. Et il est juste très... Comme elle paniquait manifestement au téléphone et n'était même pas assez audible, l'affaire est devenue plutôt confuse. Et c'était pire lorsque Mitchell et son père, Carl Kelly, accusaient ouvertement Jack du meurtre de son fils. Lorsqu'elle était interrogée, elle versait des larmes et du mucus qui étaient tous faux, mais l'idée a été écartée, car il n'y avait aucune preuve pour étayer quoi que ce soit. La police allait initialement abandonner l'affaire. Ils ont abandonné et donné le corps à Mitchell pour l'enterrer. Elle n'a pas permis à sa famille de voir son corps. Ce n'est que juste avant qu'il ne soit jeté dans la tombe qu'ils l'ont vu. Pour elle, elle avait gagné 1 million de dollars. Un rebondissement s'est produit. La police avait initialement abandonné l'affaire car elle estimait qu'il n'y avait pas de progrès. Ce n'est que lorsque Terence Parker s'est vanté d'avoir tué Mark Despain que la police a reçu l'information et a immédiatement suivi l'affaire. Les résidents ont remarqué le jour du meurtre une vieille Mercedes près de la maison de Mark, comme si surveillée. La police a convoqué Terence Parker pour un interrogatoire où il n'a pas hésité à avouer avoir tué Mark Despain. Il leur a déclaré qu'il ne connaissait pas personnellement Mark ni rien de ce genre, car il avait seulement reçu de l'argent pour exécuter la mission. Il a ensuite impliqué une deuxième personne, qui se trouvait être un voisin de Mark, Johnny Hubbard. Il était l'un des locataires des immeubles que possédait Mark, et le père de Mitchell était un collecteur de loyers dans cet immeuble en particulier. C'est lui qui a approché Terence pour commettre l'acte, et il s'est avéré plus tard qu'il était le propriétaire de la vieille Mercedes qui tournait dans le quartier le jour de la mort de Mark. Et en un rien de temps, Hubbard a immédiatement impliqué Carl Kelly, le père de Mitchell, et a dit à la police que c'était lui qui leur avait donné accès à la maison, en premier lieu. Le puzzle confus commençait à s'assembler maintenant, et tout commençait à avoir un sens valable, sauf qu'il restait encore une personne. C'est exact. Mitchell était toujours hors de cause, en quelque sorte, mais pas pour longtemps. Il y avait des trucs sur le sol, juste là où vous entrez. Je ne sais même pas ce que c'était, madame. La situation a involontairement conduit la police à convoquer Mitchell et pendant qu'il faisait cela et commençait à lui poser de nouvelles questions, elle s'est tournée pour accuser son père de la mort, affirmant qu'il voulait tuer Mark et garder l'argent de l'assurance vie pour lui-même.
ce qui était son propre motif pour engager la série de meurtriers afin de tuer son mari. Eh bien, il n'y avait pas besoin de trop d'arguments car la police a réussi à intercepter les téléphones de tous les suspects. Et ils ont alors vu une conversation entre Mitchell et son père, lui disant que cela devait être aujourd'hui, qui était le jour de la mort de Mark. En conséquence, elle a attiré Mark hors de la maison afin de permettre à son plan de fonctionner comme prévu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Carl et Terrence ont tous deux plaidé coupables de meurtre au premier degré et ont été condamnés à 35 ans de prison. Bien qu'il y ait eu 4 personnes impliquées dans le meurtre de Mark Despins, les 4 ont reçu des peines en fonction du rôle que chacun a joué dans ce meurtre. Son père, Carl Kelly, a été condamné à 35 ans de prison et le tireur a également reçu la même peine. Pendant ce temps, Johnny a été reconnu coupable d'avoir entravé une arrestation et il a également plaidé coupable. Il a été condamné à 18 ans de prison et 40 ans supplémentaires pour avoir violé sa liberté conditionnelle, alors que le cerveau de l'opération a reçu 30 ans libérable après 5 ans, libéré après son plaidoyer de culpabilité en 2014. Elle a été libérée en 2019 et a gardé un profil très bas depuis lors. Mitchell Blair elle-même admet avoir tué ses 2 enfants et elle est en colère lorsqu'elle rejette une grande partie de la faute sur les 2 pères des enfants. Mitchell Blair a brutalement torturé et assassiné 2 de ses enfants, puis a conservé leur corps dans son congélateur pendant plus de 2 ans, tandis qu'elle et ses autres enfants continuaient à vivre dans cette même maison. En 2015, Mitchell Blair, âgée de 35 ans, vivait dans l'est de Détroit avec ses 4 enfants, lorsqu'elle a été expulsée pour non-paiement de loyer. À première vue, rien dans le cas de Blair ne semblait particulièrement inhabituel. Elle était sans emploi et avait des difficultés financières. Des proches disent qu'elle leur avait déjà demandé de l'argent. Lorsque l'équipe d'expulsion du 36e tribunal de district s'est présentée au domicile de Blair le matin du 24 mars 2015, elle n'était pas là. Alors l'équipe est entrée et a commencé à retirer les meubles de la maison. En voulant déplacer son congélateur, ils ont fait une découverte horrifiante qui allait secouer la communauté de Détroit. Lorsque l'huissier du département du shérif du comté de Wayne a ouvert un congélateur blanc situé dans le salon de Mitchell Blair, ils ont découvert le corps congelé d'une adolescente enveloppée dans un grand sac en plastique et enterré en dessous se trouvait un autre corps, celui d'un jeune garçon, enveloppé dans une couverture. Un voisin n'a pas perdu de temps pour révéler où se trouvait Mitchell Blair. La police l'a rapidement trouvé chez un autre voisin avec 2 de ses enfants, âgés de 8 et 17 ans. Mais ses autres enfants, Stephen Gage Barry et Stony Ann Blair, étaient portés disparus. Après un bref interrogatoire, Mitchell Blair a avoué avoir tué les enfants et les avoir mis dans son congélateur. Alors qu'elle était menottée, elle aurait dit à la police qu'elle n'était pas maléfique. Pendant ce temps, les autorités ont transporté les corps à la morgue, où ils ont dû décongeler pendant 3 jours avant qu'une autopsie puisse être effectuée. Les corps ont été identifiés comme étant ceux de Stephen Barry et Stony Blair. Le médecin légiste a conclu que leurs décès étaient des homicides, citant des traumatismes contondants comme cause de la mort. Le médecin légiste a également déterminé que des blessures thermiques avaient contribué à la mort de Stephen. Il a été déterminé que Stephen a été tué en août 2012 à l'âge de 9 ans et Stony a été tué en mai 2013 à l'âge de 13 ans. Mitchell Blair a avoué les meurtres au tribunal de circuit du comté de Wayne. Selon le Times Record, elle a dit au juge Dana Hathaway qu'elle avait tué les démons après avoir découvert qu'ils abusaient sexuellement de son plus jeune fils. Une affirmation qui n'a jamais été prouvée. Blair a déclaré qu'un jour d'août 2012, elle est entrée dans une pièce de sa maison à Détroit pour trouver son plus jeune fils, simulant une activité sexuelle avec des jouets. Horrifiée, Blair lui a demandé si quelqu'un l'avait déjà touché de cette manière. Le garçon lui aurait dit que son frère de 9 ans, Stephen, l'avait fait. Blair a fait irruption dans la chambre de Stephen en colère, après que Stephen aurait avoué avoir abusé sexuellement de son jeune frère. Blair a immédiatement commencé à le frapper et à le donner des coups de pied. Elle a dit qu'elle a continué à torturer son fils pendant environ 2 semaines, le privant de nourriture, le forçant à boire du Windex, l'asphyxiant avec un sac en plastique, et versant à plusieurs reprises de l'eau bouillante sur ses parties génitales, provoquant le décollement de sa peau. Stephen a succombé à ses blessures le 30 août 2012. Après l'avoir trouvé inconscient à côté d'une flaque de vomi, Mitchell Blair a enveloppé son corps dans une couverture et l'a caché dans son congélateur. Au tribunal, Mitchell Blair a dit au juge qu'elle ne ressentait aucun remords pour ses actions. Oui, ce jour-là. Il me disait différentes choses parce qu'il lui faisait cela depuis des années, et je ne le savais pas.
La procureure Karen Goldfarb a déclaré qu'il n'avait trouvé aucune preuve de viol. Et l'aîné des enfants de Mitchell, Gabby, a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve concrète que l'un des enfants ait agressé sexuellement son frère cadet. Gabby a affirmé que son plus jeune frère n'avait parlé à Mitchell de l'agression sexuelle présumée qu'après des questions incessantes parce qu'il ne savait pas mieux. « Ma mère était une bombe à retardement », a dit Gabby. Elle avait toujours sa mèche allumée, donc n'importe quoi, le moindre choc, la faisait exploser. En juin 2015, Mitchell Blair a plaidé coupable d'un chef d'accusation de meurtre avec préméditation au premier degré et d'un chef d'accusation de meurtre criminel. Elle purge une peine à perpétuité au centre correctionnel de Huron Valley à Ypsilanti, Michigan, sans libération conditionnelle. Je veux en fait leur faire une déclaration. Vonda Smith. Dans la soirée du 12 août 2016, Donald Cohn Jr. promenait son chien le long de Judge Neil Loop, une route isolée et rarement utilisée près d'Afton. À son insu, cette promenade, tranquille, allait aboutir à une révélation troublante. Il est tombé sur le corps inerte d'une jeune femme. Sans tarder, Donald a informé les autorités, déclenchant une série d'événements qui allaient révéler un crime odieux. L'identité de la victime était d'abord inconnue, mais elle a été rapidement découverte. Quelques heures après la découverte, la mère et le fiancé de Jessica Morrison sont arrivés au poste de police, inquiets de sa disparition plus tôt dans la journée. Jessica, une mère de 2 enfants âgés de 21 ans, a été tragiquement identifiée grâce à ses tatouages. L'autopsie a révélé qu'elle était décédée d'un traumatisme crânien sévère. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, l'attention a commencé à se concentrer sur une personne inattendue, Vonda Smith, la grand-mère des enfants de Jessica. Vonda était responsable de s'occuper des fils de Jessica, mais leur relation s'est étendue, entraînant des arrangements annulés et un sentiment de malaise. La famille de Jessica croyait que Vonda s'était trop impliquée dans leurs affaires. Les détectives ont découvert des preuves significatives impliquant Vonda Smith, car des taches de sang trouvées à l'intérieur de son véhicule suggéraient que Jessica y avait été présente. Néanmoins, la défense de Vonda a soutenu que sa stature physique et son état de santé rendaient improbable qu'elle ait pu administrer les coups violents qui ont entraîné la mort de Jessica. L'introduction de preuves ADN a apporté des complexités supplémentaires. Bien que de l'ADN masculin ait été découvert sous les ongles de Jessica, il ne correspondait à aucun individu connu lié à l'affaire. Gary Ely, le fiancé de Jessica, a été impliqué dans l'affaire sur la base de l'analyse ADN, car son matériel génétique correspondait au sperme trouvé sur ses sous-vêtements. Néanmoins, l'implication potentielle d'un troisième individu en tant que père d'un enfant restait non résolue. L'accusation a soutenu que Vonda Smith était la principale suspecte dans le meurtre de Jessica. La présence de taches de sang dans la voiture de Vonda, son implication dans la vie des enfants et les relations tendues au sein de la famille la désignaient comme une potentielle coupable. Cependant, des questions sur la capacité physique de Vonda à mener une attaque aussi brutale ont soulevé des doutes quant à sa culpabilité. Les témoins ont joué un rôle crucial dans la formation de l'affaire. Les récits contradictoires sur l'endroit où se trouvait Jessica le jour de son meurtre et l'observation d'une camionnette blanche ont encore embrouillé les pistes. La crédibilité de ces témoins et la chronologie des événements sont restés un sujet de débat tout au long du procès. Le juge John F. Duggar, Jr. a écouté les facteurs atténuants et aggravants de Smith, Gene Scott et l'État. Vonda Smith a subi un procès concernant l'homicide de Jessica Morrison, mais sa réaction pendant l'accusation a été choquante. Au mois de mai de l'année 2018, elle n'a montré aucun remords et affichait un grand sourire. Elle a même trouvé le temps de serrer son avocat dans ses bras. Détective James Randolph du département du shérif du comté de Greene. Un jury l'a déclarée coupable de meurtre au premier degré et meurtre au deuxième degré pour son enfant à naître. Elle a donc été condamnée à la perpétuité avec libération conditionnelle possible après 51 ans. Vous aurez une peine effective de réclusion à perpétuité. Après la condamnation, Tammy Morrison, la mère de Jessie, a pris la parole. Ses sourires ont disparu après cela. Puis elle a commencé à pleurer, ce qui est compréhensible mais aussi déroutant, en raison de ses réactions initiales. 2 heures après que Donald ait fait la découverte. Jodi Arias, Travis Victor, Alexander était un vendeur américain qui a été assassiné par son ex-petite amie, Jodi Ann Arias, dans sa maison à Mesa, en Arizona, alors qu'il était sous la douche. Arias a été reconnu coupable de meurtre au premier degré le 8 mai 2013 et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle le 13 avril 2015. Meurtre au premier degré coupable. 5. Juré trouve prémédité.
0. Prouve un meurtre criminel. Alexander a subi 27 coups de couteau, une gorge tranchée et une seule blessure par balle au front. Arias a témoigné qu'elle l'avait tué en légitime défense, mais elle a été reconnue coupable par le jury de meurtre au premier degré. Lors de la phase de détermination de la peine, le jury n'a pas réussi à se mettre d'accord sur l'option de la peine de mort, et Arias a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La mort d'Alexander, et l'enquête et le procès qui ont suivi, ont attiré une large couverture médiatique aux États-Unis. Alexander a été assassiné chez lui à Mesa, en Arizona, le mercredi 4 juin 2008, alors qu'il prenait une douche. Il a subi 27 coups de couteau, une gorge tranchée et une blessure par balle à la tête. Le médecin légiste Kevin Horn a ensuite témoigné que la veine jugulaire, l'artère carotide commune et la trachée d'Alexander avaient été tranchées et qu'il avait des blessures de défense sur les mains. Horn a également témoigné qu'Alexander pourrait avoir été mort au moment où le coup de feu a été infligé et que les blessures dans le dos étaient superficielles. La mort d'Alexander a été jugée comme un homicide. Il a été enterré au cimetière Olivewood Memorial Park de Riverside. Le 13 avril 2015, Arias a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, pour le meurtre de son petit ami, Alexander, en 2008. Et elle a été vue versant, ce qui a été décrit comme des larmes de crocodile. « Madame, pleuriez-vous lorsque vous lui avez tiré dessus ? Je ne me souviens pas. Pleuriez-vous lorsque vous l'avez poignardé ? Il y a de nombreux cas de femmes qui ont été tuées brutalement, pour des raisons même les plus étranges, et le nombre ne diminue pas du tout. Au fil des jours, quelqu'un quelque part trouve une raison pour laquelle elle devrait mettre fin à la vie de quelqu'un. Je suppose que c'est humain de cette façon, mais c'est juste fou. Nous ne pouvons rien y faire maintenant, cependant. Nous allons juste devoir vivre avec, et ensuite, les gens devront vivre avec les conséquences de leurs actions. Pensez-vous que les peines étaient substantielles ou qu'elles auraient dû être plus sévères? Faites-le nous savoir ci-dessous. Et si vous avez apprécié ces cas, regardez nos prochains présentés à l'écran.